propos d'abord sur ce qu'évoquait à l'instant Perrine, les mots de Christophe Castaner dans le journal du dimanche aujourd'hui, qui parle de quotas possible, quotas dans l'immigration. La question des quotas pourra être posée dans le cadre du débat pour d'autres modes d'immigration légale, d'éventuels quotas économiques notamment. Est-ce que ce mot quota est acceptable ? Surtout, c'est une provocation qui a pour finalité de changer la conversation. Ça me rappelle l'époque de Manuel Valls, quand il y avait des grands mouvements sociaux, par exemple la loi El Khomri, il disait « Tiens, si on interdisait le voile à l'université » et plouf, il y avait une hystérisation du débat autour de l'islam, du voile. L'immigration et l'islam, ça fait des années en France qu'ils servent à ça, qu'ils servent au gouvernement successif pour dévier la conversation. C'est uniquement pour agiter, pour détourner l'attention ? Oui, la politique aujourd'hui, la politique moderne, c'est organiser la grande conversation. Il n'y en a pas 15 000 des conversations qui ont lieu à la fois. Il y en a une, il y en a deux, des grandes conversations. Voilà. Qui écrasent tout le reste ? Et qui écrasent tout le reste et qui convoquent chacun, qui sommes chacun de se prononcer, de choisir son camp. Voilà. Moi, je pense que la grande conversation qu'on doit avoir, c'est est-ce qu'on est pour ou contre la Ve République? Est-ce qu'on est pour ou contre la Sixième République? Moi, je divise la France en deux courants. Ceux qui sont nostalgiques de la Ve République, ce que j'appelle l'ancien régime, la monarchie présidentielle, et ceux, à l'inverse, dans lesquels je me place, qui aspirent à une Sixième République par la Constitution. Oui, sauf que Raquel Garrido, là, du coup, il y a une question de zoom et de dézoom. Exact. Alors, donc, ces questions-là restent passionnantes, mais observez que ce que font le FN et En Marche, précisément, c'est alors qu'il y a eu une très grande conversation pendant 6 mois entre le peuple et l'Élysée, de dire ah ben non, on va faire une conversation entre pour ou contre l'immigration, pour ou contre l'islam. C'est le piège. C'est vieux comme toujours aux États-Unis. Voilà la ségrégation entre noir et blanc pour la classe ouvrière qui se déteste entre elles, etc. Et toujours au milieu du gué, les immigrés aujourd'hui en France. Surtout les musulmans qui sont victimes des grandes guerres de position et de pouvoir. Au risque d'être taxé par vous de tomber dans le piège que nous tendrait dans ces cas-là Christophe Castaner, c'est une question qui s'était posée notamment au moment de la campagne présidentielle. Il y avait eu les propositions de François Fillon sur l'idée que chaque année il faudrait décider de quotas d'immigration. Il y a la décision annoncée par Édouard Philippe cette semaine d'avoir un débat à l'Assemblée nationale tous les ans. Le prochain sera en septembre. Et cette précision de Christophe Castaner aujourd'hui qui dit pas de quotas pour les droits d'asile, puisque le droit d'asile par nature ne peut pas répondre à des quotas, mais uniquement à des urgences ou à des situations individuelles. En revanche, il dit effectivement quotas pour le reste. Donc, j'ai bien compris que vous estimiez que c'est une sorte de leurre ou d'agitation. Cela dit, c'est quand même des questions de fond que l'on peut se poser, non ? Toutes les questions sont bonnes à poser de toute façon. Et quand on gouverne, on est confronté à toutes les situations. Les Français, d'ailleurs, revendiquent la possibilité de s'exprimer sur tous les sujets, mais regardez par exemple dans le mouvement des Gilets jaunes, on peut penser que parmi les Gilets jaunes, il y avait des Français qui étaient plutôt anti-immigration ou qui étaient... Il y a eu un certain nombre de scènes, notamment au début, lors des premières manifestations ça a été beaucoup monté en épingle, mais globalement on peut penser que nous sommes dans un pays où le Front National fait 22%, 30% au deuxième tour, 10 millions de voix au deuxième. Donc ça existe, ces idées-là existent. Il y a dans notre pays des gens qui pensent vraiment qu'ils ne seraient pas au chômage s'il y avait moins d'immigrés. Ils le pensent vraiment. Bon, donc ça c'est un fait culturel en France. Et le gouvernement joue là-dessus pour essayer de ne pas traiter le problème de façon rationnelle, c'est-à-dire dans les relations internationales pour éviter qu'il y ait, par exemple, à cause du changement climatique, des réfugiés climatiques, la question des guerres, la question de la paix, toutes ces problématiques qui sont très rationnelles. Les Français, évidemment, pourrait avoir, comme ça a été en Angleterre par exemple, le souhait de dire c'est démocratique qu'on me demande mon avis sur l'immigration. Mais pourquoi je parlais des Gilets jaunes, c'est pour noter que quand il y a eu les 43 directives des Gilets jaunes et quand on écoute les Gilets jaunes, en fait, ce n'est pas l'islam et ce n'est pas l'immigration qui était au cœur des conversations, parce que quand on est dans le vif, on s'aperçoit que c'est quoi qui compte ? Le RIC, référendum d'initiative citoyenne, la démocratie, les questions fiscales, les questions sociales. On n'en pense peut-être pas moins. Peut-être que celui il a très peut-être peur de l'islam, mais il ne le dit pas, parce qu'il comprend qu'il y a quelque chose de plus fort qui se passe. C'est le peuple qui demande un peu de souveraineté. C'est génial, Raquel Garrido, parce que vous avez quitté la vie politique, vous n'êtes plus à la France Insoumise, vous avez changé de vie.
mais le discours que vous tenez, c'est un discours de femme politique par excellence. C'est-à-dire, c'est la langue de bois absolue. Apolline de Malherbe vous a posé une question. Évidemment, vous n'y répondez pas, mais n'attendez minutes pour faire en sorte de ne pas répondre. Je vais vous la reposer. Mais parce que Laurent Neumann, il faut que vous acceptiez aussi que vos interlocuteurs contestent le cadre dans lequel vous vous placez pour poser vos questions. Et vous prenez l'interview du ministre de l'Intérieur. Moi, je suis pas obligée de m'aligner. Je vais sortir de tous les cadres. Je vais oublier l'interview qu'a donnée Christophe Castaner au Journal du Dimanche et je vais vous poser une question extrêmement simple. Quelle est votre position sur le fait migratoire? Voilà, c'est pas compliqué. Je me fiche de ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Ce qui m'intéresse, c'est votre avis. Quelle est votre position à vous? Je vous demande même pas quelle est la position de Jean-Luc Mélenchon ou de la France. Laurent Neumann, je suis immigrée. Je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans. Donc, autant vous dire que, pour moi... Du Chili, hein, mes parents ont quitté le Chili quand j'étais bébé, après le coup d'État de Pinochet contre Salvador Allende. On a ensuite vécu au Canada, en Ontario, puis au Québec. C'est là où j'ai appris à parler français, même si j'ai appris avec l'accent québécois, c'est quand même du beau français. Et je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans. Donc, je ne supporte pas l'hystérisation contre l'immigration. Oui, mais répondez-moi. En revanche, je suis tout à fait d'accord pour que une frontière, un pays s'organise selon des règles rationnelles. Mais je refuse d'entrer dans l'hystérie. Je refuse d'entrer dans l'hystérie. Il y a zéro hystérie sur ce plateau, donc vous pouvez répondre à une question extrêmement simple. Non, attendez. Est-ce que vous êtes favorable à des quotas? Est-ce que d'ailleurs l'idée le Canada a une immigration qu'il y ait un débat sur cette question-là à l'Assemblée au mois de septembre est plutôt une bonne idée. C'est une façon de rendre de la sérénité au débat. Si j'ai un conseil à donner à l'Assemblée nationale, si elle veut traiter de la question de l'immigration, mon conseil, c'est de commencer par la question de la directive détachement. Il y a aujourd'hui 2,5 millions de travailleurs en France qui travaillent en France dans une moyenne de 40 jours, de période de mission de 40 jours, et qui ne payent pas de sécurité sociale. Alors c'est pas 2, votre chiffre est faux. C'est quoi? C'est 1,5, je me suis trompée? Les chiffres sont moindres et surtout ils concernent le nombre de contrats et non pas le nombre de personnes. Une personne peut faire plusieurs contrats. Donc voilà, simplement je voulais mettre un bémol là-dessus. Mais en effet, il y a de nombreux travailleurs détachés, comme on dit, c'est-à-dire venant du reste de l'Union européenne, qui viennent travailler sur le sol français. Et donc vous savez, en fait, nous-mêmes au sein de l'Union européenne, nous organisons nous-mêmes une concurrence déloyale entre travailleurs européens, ce qui conduit non seulement à une exploitation absolument démesurée et honteuse de ces travailleurs-là qui se retrouvent avec des contrats d'entreprises qui sont en Italie alors qu'ils doivent travailler en France et que, bref, alors qu'ils ont payé leurs cotisations soi-disant en Pologne ou que sais-je. Donc ils se retrouvent au final avec rien du tout. Mais en plus, ça génère nécessairement une intensité de l'hostilité vis-à-vis de l'immigration parce que ici à côté de là où nous sommes, ça veut dire quoi, le ministère de la Défense a été construit par des personnes vous voulez leur interdire de venir travailler en France, les autres travailleurs européens? Non, par contre, je suis pas d'accord pour qu'ils cotisent dans leur pays d'origine. Mais c'est ça la directive. Mais ça ne sera plus le cas. Vous savez que ça a été justement réformé. Cette réforme est entrée en œuvre. Elle sera appliquée effectivement en 2021. Tous les pays de l'Union européenne se sont mis d'accord pour mettre fin à cette histoire de cotisation. Vous avez raison, ça a été le cas jusqu'à présent, ça ne l'est plus. Les cotisations étaient payées dans le pays d'origine. Reste un point, encore le cas. Non, ça ne sera plus le cas, mais reste encore un point, Raquel Garrido, c'est celui du salaire égal. Pour l'instant, ça n'est toujours pas à travail égal, salaire égal. En revanche, c'est à travail égal, cotisation égale. Alors, la révision de la directive détachement, elle comporte plusieurs pièges. D'abord, les obligations de cotiser dans le pays d'accueil, enfin le pays réel, ne s'appliqueront qu'au-delà d'une longue période de présence. Or, en moyenne... 2021, c'est dans... Non, je parle de la durée de la mission. Parce que ce que vous évoquez ne concernera que les travailleurs qui restent sur des longues durées. Or, aujourd'hui, la moyenne, c'est 40 jours. Donc, en fait, ils ont fait un texte dont ils savent pertinemment qu'il ne s'appliquera pas à la masse des centaines de milliers de travailleurs détachés. Et l'Union européenne n'arrête pas de faire ça en permanence, de faire croire qu'ils sont en train de faire des avancées alors que c'est faux. Mais alors, chacun y regarde quand même comprendre, dont l'Assemblée nationale pourrait Je veux quand même comprendre parce que là, on était sur un débat sur l'immigration et pour le coup, vous répondez travailleurs détachés. Vous dites attention, commençons par les travailleurs détachés. Et au fond, si je comprends bien ce que vous dites un peu la même chose que Jean-Luc Mélenchon il y a 2 ans de mémoire, lorsqu'il avait dit que les travailleurs détachés venaient prendre le pain de ceux qui travaillent déjà en France. Non, mais cette formule, elle est faite pour, j'imagine, faire réfléchir, provoquer. Bon, ça
provocation, réaction. Mais en l'occurrence, moi je le vois de façon beaucoup plus prosaïque, c'est-à-dire que quand vous êtes sur une commune mais je croyais qu'il y avait une solidarité des travailleurs, Raquel Garrido, je comprends pas. Mais bien sûr qu'il y a une solidarité des travailleurs. Moi je veux que mon camarade travailleur cotise comme moi et ait les mêmes droits que moi. C'est ça l'égalité, la solidarité. Depuis quand est-ce que la solidarité entre travailleurs, c'est que moi je cotise ici et j'ai ma retraite ici et le chômage ici, et toi qui fais le même travail que moi, tu n'as rien? Donc quoi faire au final? Donc pour que moi je baisse mon salaire, pour que moi j'accepte des conditions de travail sous pression, et ainsi de suite. Bon, c'est ça la vérité. Donc il faut d'abord régler ça et arrêter de voir l'immigration comme une espèce de grand épouvantail qui sert à évacuer les questions sociales, les questions de mise en concurrence économique entre les populations européennes. Mais simplement, pour qu'on comprenne bien ce que vous pensez, Raquel Garrido, sur la question des quotas, pour le coup, ça ne vous fait pas peur, puisque vous dites il peut y avoir effectivement des règles. Non, j'ai pas du tout dit ça. Vous dites il peut y avoir des règles. Absolument me faire répondre à Castaner. Moi, je dis que Castaner, il fait de la politique, il fait du populisme. Vous voyez, c'est du populisme. Oui, mais je voudrais savoir aussi ce que vous pensez. Le populisme, ayant passé Apolline du de temps, Malherbe, ayant été accueilli au Canada, je suis pas obligée de sauter à la corde. Selon les termes de ce gouvernement. Vous n'êtes absolument obligé de rien, Raquel Garrido, mais je trouve étrange que vous refusiez de répondre à cette question-là. Pourquoi est-ce que ce sont des populistes? Le populisme, c'est quoi? Il y a deux politologues, Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, qui ont écrit sur ce sujet. C'est la définition que je prends pour moi-même. La politique populiste, c'est de dresser une frontière, voilà, entre deux camps. C'est ça le populisme. C'est rien d'autre. C'est pas des décibels, c'est pas un programme, c'est pas un régime. Vous y êtes favorable? Quand je dis que le monde se divise entre 5e République et 6e République, c'est précisément ce que je fais. Donc le populisme vous convient bien? Cette méthode de la summa divisio, c'est-à-dire de diviser entre deux grands camps, ça me convient. Parce que pour moi, je pense qu'il y en a deux. Voilà, il y a le monde qui défend l'oligarchie, la monarchie présidentielle, et ceux qui veulent la souveraineté du peuple. Voilà. Mais je constate, et je vous le dis, quand Castaner prend cette interview pour parler et agiter le quota, il fait du populisme. Quand Emmanuel Macron a dit en entame de la campagne européenne qu'il y avait les nationalistes versus les progressistes, il a pris exactement la même méthode, qui est d'ailleurs celle de Marine Le Pen, qui dit la même chose avec un autre vocabulaire. Elle dit nous les nationalistes, eux les mondialistes. Tout le monde fait pareil. Alors pourquoi est-ce que quand ça tombe sur moi et ma division à moi, vous dites ah non ça va pas. Ben non, moi pardonnez-moi. Il me semble que ça aide à réfléchir. On n'a rien dit, Raquel Garrido. On dit simplement que c'est une autre question, c'est une question intéressante, mais que malgré tout, le ministre de l'Intérieur annonçant qu'il va peut-être y avoir des quotas, c'est quoi qu'il arrive un fait, un fait politique à partir du moment où c'est dans la bouche du ministre de l'Intérieur qui est aujourd'hui en exercice. Et donc je ne comprends pas pourquoi vous refusez de répondre à cela. D'autant plus que de vous-même, Raquel Garrido, vous avez évoqué votre parcours et que vous avez notamment été accueilli par le Canada et que le Canada est une terre d'immigration qui pratique la question des quotas économiques. À l'époque où j'ai immigré moi au Canada, il n'y avait pas de. Donc je comprends pas pourquoi vous ne voulez pas répondre. Parce que je ne suis pas d'accord pour répondre sous l'injonction de la communication gouvernementale, parce que nous sommes dans un pays où il y a réellement une hystérie sur l'immigration, où il y a réellement une hystérie sur l'islam, où c'est très facile d'agiter ce mouchoir pour que les gens viennent se positionner pour ou contre. Et pendant ce temps-là, on parle de quoi? On ne parle pas de ce dont il faut parler, qui est que dans ce pays, le pouvoir est concentré entre les mains d'une petite oligarchie, voilà, et qu'il s'agirait que enfin le peuple soit souverain. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et tant que nous, le peuple, on sera là en train de se fighter sur la question de savoir si l'immigré est notre ami ou notre ennemi, on sera très très loin de faire de l'ombre à la monarchie présidentielle. Sans faire de l'immigré notre ami ou notre ennemi, on peut savoir effectivement qui peut rentrer en France. Vous l'avez dit d'ailleurs en préambule, un État a le droit de contrôler ses frontières et de mettre en place une politique d'immigration. Et pour s'échapper, je vais tenter à mon tour de m'échapper des propos de Christophe Castaner, mais de simplement me baser sur ce qu'en pensent les Français de manière générale, même au-delà d'ailleurs des Gilets jaunes, parce que vous avez raison, ils n'ont pas parlé de ça, c'était une crise plutôt sociale, mais ça ne les empêche pas d'avoir forcément un avis là-dessus. Or, les sondages montrent qu'une majorité de Français, et depuis de longues années, sont favorables à une réduction de l'immigration aujourd'hui en France. Et aux dernières élections, pour ne prendre qu'elles, entre la France insoumise et le Rassemblement national, où, à mon avis, l'immense fracture repose sur la question de l'immigration, les électeurs, et notamment les ouvriers, et notamment parmi les Gilets jaunes,
ont choisi le Rassemblement national plutôt que la France insoumise, sans avoir peur donc de cette question de l'immigration. Or, vous disiez aujourd'hui, il y a certaines personnes qui pensent sincèrement qu'ils n'ont pas de travail parce que c'est un immigré qu'il y en a un. Ensuite, vous prenez l'exemple des travailleurs détachés, donc c'est peut-être pas absurde totalement de le penser quand même. Et la deuxième chose, surtout, c'est que quand vous abordez la question de l'islam, c'est pas qu'une question économique. Il y a aussi une question évidemment culturelle, identitaire même profondément dans ce pays. Et du coup, sur cette question, c'est pas forcément répondre au gouvernement français, c'est juste que c'est une question extrêmement importante aujourd'hui en France et on a du mal à savoir ce que vous en pensez du coup. Ah non, là, pour le coup, sur votre deuxième question, c'est quand même très clair. Il me semble qu'il y a une très grande controverse qui va matricer notre pays dans les années qui viennent. C'est sur la conception de la nation. L'extrême droite, traditionnellement, a une conception ethnique de la nation, pour résumer. Moi, j'ai une conception républicaine de la nation, une conception civique de la nation, par nécessité, puisque regardez, si j'étais pas française, si on me dit, tu n'es pas française parce que pour être français, il faut être né en France, ou avoir tout un tas de critères culturels, alors je vais où, moi, exactement? Moi, je suis pas née ici, donc je suis très attachée à cette conception civique de la nation, mais j'entends qu'elle est contestée en permanence. Et il y a, Raquel Garrido, parfois des exceptions qui sont faites et des mains tendues qui sont saisies par le président de la République. Je voudrais juste qu'on regarde ce qui s'est passé hier soir et on en parlera juste après la pause. Ça va et vous? Je vais pas avoir la nationalité française, s'il vous plaît. Très bien. Je suis très fier d'être en France. Eh ben, on lance la procédure. Allez. Banco, on lance la procédure. C'est très triste. Parce que c'est le fait du prince, vous voyez. C'est ça le problème de la monarchie présidentielle. C'est que les gens vont individuellement souffler à l'oreille du monarque, essayer d'avoir des faveurs. C'est humiliant. Moi, je vais vous dire, moi j'ai demandé la naturalisation française par les dossiers. Ça n'a jamais marché. On me renvoyait mon dossier systématiquement en disant il manque votre certificat de scolarité du 2e trimestre de la 3e. Il manque votre relevé de compte du mois de mai 1996. J'ai dû devenir française par mariage. C'est une humiliation parce que j'étais engagée déjà, j'étais citoyenne, j'étais attachée aux idées de la Révolution française. Voilà, je suis pas d'accord avec ça. Voilà, c'est pas Macron qui décide tout seul. Qui est français, qui est pas français. Être français, être patriotique, être patriote, c'est bien plus large, c'est bien plus intéressant et profond que ça. Allez, à tout de suite. Et on poursuit et en même temps avec vous, Raquel Garrido. On le disait, vous êtes touche à tout, mais votre fonction, c'est avocate. Et puis, vous avez été ancienne porte-parole de la France Insoumise. Vous êtes toujours insoumise de cœur, disiez-vous. Franchement, les insoumis, aujourd'hui, c'est difficile. Mauvais score, évidemment, aux élections européennes. 6,31% des voix, alors qu'au présidentiel, c'était 19,5% pour Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la France Insoumise a raté? La campagne. Il me semble qu'il faut quand même réfléchir de façon assez basique. Un résultat, ça vient sanctionner une campagne. Voilà, la campagne aurait pu être différente. L'apport de la France insoumise, me semble-t-il, à la politique française, ça n'a jamais été de se positionner comme un groupuscule membre de la gauche radicale ou de tout cet émiettement là de la gauche française pour essayer de récupérer quelques mandats d'élus ci ou là, etc. C'était pas de rajouter un énième petit mouvement. C'était un changement de focal. Ça a été le cas Comment vous avez le sentiment que là, c'est revenu à cette histoire de petites chapelles, de petites fonctions Je pense que la campagne a manqué d'ambition, oui. Parce que, en fait, la grande différence entre une présidentielle et tous les autres scrutins, c'est que les Français, qui ont intuitivement compris où était logé le pouvoir, le vrai pouvoir exécutif gouvernant en monarchie présidentielle, concourent à la désignation du monarque et pour toutes les autres élections se disent est-ce que j'ai vraiment envie de participer à la mascarade? Attendez, si je me permets de vous interrompre, mais si j'entends bien ce que vous êtes en train de dire, c'est que la France insoumise n'est bonne que quand c'est Jean-Luc Mélenchon qui dirige la campagne. Tout le reste, ça ne marche pas. Alors c'est ça la difficulté. C'est ça que vous êtes en train de dire. C'est une difficulté absolument centrale dans le devenir ou non de la France insoumise. Et c'est ça, j'ai bien résumé? Moi, je pense que la France insoumise a une vocation qui dépasse la personne de Jean-Luc Mélenchon pour la raison que j'ai indiquée tout à l'heure, c'est que son apport aux idées, au débat d'idées dans ce pays, c'est de changer la focale et plutôt que de dire on va faire primer la gauche sur la droite, qui est l'ancien
partage des rôles, etc., antérieur à 2017, antérieur au dégagisme. Et en fait, quand on disait droite-gauche, en réalité, il faut être plus précis, c'était social-démocratie, PS versus UMP. Parce que c'était ça la réalité, c'était les deux piliers de la Ve République. Bon, ça, aujourd'hui, ça a été évacué. Malgré le fait que ça a été évacué, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ont fait vivre à travers un programme politique, l'Avenir en commun, qui est un programme d'émancipation, partage des richesses, protection de l'environnement, etc. Quelque chose qui permettait d'enjamber le dégagisme avec un horizon qui était la Sixième République, la souveraineté du peuple, la constituante. Alors, les européennes, est-ce que ça permet de parler de ces sujets-là? Est-ce qu'on peut faire campagne à la France Insoumise sans le protagonisme central de Mélenchon? Ce sont des questions qui intéressent, je pense, les insoumis. Je vous arrête un instant sur la grande contradiction dans laquelle vous semblez prise. C'est-à-dire que vous dénoncez depuis le début de cette émission la dérive vers le fait du prince, vers une monarchie républicaine. Et au fond, la problématique de la France Insoumise aujourd'hui, c'est sans doute d'avoir un prince, précisément. Oui, c'est une vraie contradiction en apparence parce que, en fait, pour seulement apparent, puisque ça a des racines profondes et des conséquences profondes. Ce qui est objectif, c'est que la méthode que proposait la France Insoumise pour passer à la Sixième République, c'était de gagner la présidentielle et que le président élu éteigne la lumière de la Ve République en convoquant un référendum, une assemblée constituante, etc. C'est ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Il disait je vais être le dernier président de la monarchie présidentielle. Mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon lui-même, par l'autoritarisme que dénoncent certains des militants et même des élus de la France Insoumise, n'est pas tombé dans le piège dans lequel, avant lui, ce que vous dénoncez, c'est-à-dire la plupart des dirigeants sont tombés? Je suis pas certaine qu'il y a vraiment un piège. Ce qui est certain, c'est que Jean-Luc Mélenchon a lui-même les attributs du monarque. Et c'est ça qui rendait sa candidature sérieuse. C'est ça, il faut se mettre quand même à la place de ce mouvement. J'avoue que c'est quand même assez compliqué à suivre. Non, c'est quand même très simple. Comment en gros, vous voudriez substituer à un monarque un autre monarque, mais changer de république pour qu'on n'ait pas l'impression que pas du tout. C'est comme les jetons, il y a les bons et les mauvais, quoi. Pardonnez, pourquoi? Mais parce que vous partez du principe que je suis en train de défendre une boutique. Je suis en train de dénoncer une problématique. Je l'ai pas pour autant résolue. Je dis il y a un problème, il y a une difficulté. C'est une difficulté objective que de vouloir abolir la monarchie présidentielle, mais que pour ce faire, il faut faire élire quelqu'un qui est donc un candidat sérieux dans un match qui est celui de la présidentielle et pas une petite élection annexe, quand même la présidentielle. Et Jean-Luc Mélenchon, vous pouvez le critiquer, l'aimer, le détester, etc. Personne ne lui conteste ces caractères-là, qui sont les caractères du présidentiable, de président possible. Voilà, c'est une difficulté pour la pérennité de la France Insoumise, parce que quoi qu'il arrive, un jour, il n'y aura plus Jean-Luc Mélenchon, par nécessité de la finitude de la vie. Bon, et donc à partir de ce moment-là, est-ce que l'ambition et le rêve de Sixième République va s'éteindre? J'espère bien que non. Moi, j'aimerais de voir de mon vivant cette modalité pacifique, en fait, de passage à la Sixième République. Parce que l'enjeu, il est toujours là, toujours très vivace. Les Français n'acceptent plus les institutions actuelles. Il faut bien forger les nouvelles. Il ne pas ces attributs. Il s'en est parfaitement saisi. Mais bien sûr, parce que il fallait, ça faisait partie du casting. Vous partez pas à la présidentielle avec un candidat à la municipale. Bon, donc ça, personne ne le conteste. En revanche, il faut quand même objectivement reconnaître que c'est une difficulté, de vouloir incarner quelque chose de fondamentalement démocratique, de vouloir refuser le monarchisme, mais avec quelqu'un qui lui-même est assez monarque. Je dirais pas qu'il l'est, mais il en présente les attributs comme vecteur d'une victoire à la campagne présidentielle. Et en réalité, la réalité de ce qu'il est, en fait, ça importe peu. Ce qui compte, c'est l'image. Ce qui compte, c'est comment on se présente au peuple. Et c'est vrai qu'il y a une difficulté de dire nous allons incarner la démocratie horizontale, participative, directe, et être obligé quand même de puis passer par cette singularité uninominale d'un nom. Ça, c'est pas possible. La France Insoumise, du coup, je pense, c'est pour ça qu'elle a fait ce mauvais score aux européennes. C'est que comme elle n'était pas résolu cette... Et voilà, comme elle n'était pas dans la configuration présidentielle, elle était dans une autre configuration, elle a fait ce que la gauche sait déjà faire c'est des catégories qu'elle connaît déjà. C'est-à-dire, on va faire une liste société civile avec un peu de PS, un peu de Verts, un peu de communistes. Enfin, faire comme si il y avait un truc un peu, voilà. Alors qu'en fait, on a perdu de vue une
ensemble, la France Insoumise a perdu de vue l'objectif qui continue d'irriguer profondément le pays, qui est de parler à ceux qui s'abstiennent, à ceux qui votent blanc, à ceux qui votent nul, à ceux qui contestent le régime lui-même, et essayer de trouver, je dis pas que c'était facile, mais il fallait trouver la façon d'exprimer ça, y compris dans un scrutin européen, parce qu'on peut être insoumis à la monarchie présidentielle et être insoumis à l'Union européenne. Il me semble que c'est pas contradictoire. Charlotte, il y a un peu plus de gens qui ont voté aux élections européennes et ça n'a pas profité à la France insoumise. Malgré tout, il y a beaucoup d'abstentionnistes qui ne votaient pas, qui sont venus voter. Oui. Mais même si on oublie les 6% pour les raisons que vous venez d'évoquer, aux dernières élections présidentielles, la France insoumise, qui était effectivement moins sur une ligne union des gauches, on va dire, un peu plus large, faisait 19,6%. C'est insuffisant aussi pour prendre le pouvoir. Je sais que ça vous préoccupe assez. Et là, vous nous parlez beaucoup du cadre d'exercice, c'est-à-dire la 6e République, la souveraineté, etc. Mais c'est un cadre. Et sur le projet, comment est-ce que vous imaginez que la France insoumise puisse justement s'extraire de la gauche pour parler à d'autres Français? Sur quel sujet? Le projet, il était connu à la présidentielle. C'est un programme qui s'appelle Avenir en commun, qui était le plus pléthorique de tous les espaces politiques, hein, et qui est toujours encore une base très solide, à mon avis, de gouvernance. Mais au fond, quand bien même Mélenchon, s'il était arrivé au 2e tour, et que s'il avait battu Marine Le Pen sur le rejet de Marine Le Pen, il aurait eu le même problème que Macron. C'est-à-dire de se retrouver contre 80% des Français. Donc il n'y a pas, en fait, d'issue autre que de dire on remet les compteurs à zéro, on demande aux Français ce qu'ils veulent comme mode de scrutin, ce qu'ils veulent comme modalité de représentation ou pas, et ça s'appelle une assemblée constituante. En attendant, il y a quand même une très grave crise au sein même du parti. Charlotte Girard qui en est partie, Clémentine Autain qui conteste et qui s'inquiète effectivement de la dérive autoritariste. Est-ce que vous comprenez ces inquiétudes qui ont fait carrément que Charlotte Girard elle est partie, qui ont fait que Clémentine Autain, qui est quand même l'une des figures de la France insoumise, est aujourd'hui en plein doute? Est-ce que vous-même, vous dites pas, quitte à tout remettre à plat, est-ce qu'il ne faut pas remettre à plat la figure même de Jean-Luc Mélenchon? D'abord, il me semble qu'il faut différencier entre ce que fait Clémentine Autain et ce qu'a fait Charlotte Girard. Charlotte Girard, elle est très différent, parce que Clémentine Autain, elle d'abord... Rappelez-vous, c'est pas quelqu'un qui vient de l'intérieur de la France insoumise. D'ailleurs, ça faisait partie avec François Ruffin des 2 personnes qui ont été labellisées France insoumise sans avoir signé la charte de la France insoumise et par décision de Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs. Donc à cette époque-là, Clémentine Autain, ça ne la gênait pas que Jean-Luc Mélenchon prenne des décisions unilatérales seul. Parce que si on avait posé la question aux insoumis, oui, exactement. Et à ce moment-là, ça ne gênait pas Clémentine Autain parce que si les insoumis avaient été consultés sur le fait de savoir s'il fallait une candidature vraiment insoumise à Sevran et Tremblay, sans doute qu'elle ne serait pas députée aujourd'hui. Donc des fois, dans la vie, ça nous arrange bien d'avoir l'oreille du prince. Et après, on dit ah ben non, il y a un problème. Elle n'a pas l'air d'être totalement ingrate puisqu'elle reste. En tout cas, moi, je trouve que la France insoumise doit pouvoir être large et il n'y a pas de difficulté sur le fait de verbaliser des désaccords. Vous tournez un peu autour du pot depuis tout à l'heure. Est-ce que ce questionnement sur l'autoritarisme et peut-être même le caractère de Jean-Luc Mélenchon, qu'on a découvert notamment au moment des perquisitions, je voudrais qu'on revoie ces images parce qu'elles ont beaucoup marqué. Oui, ça nous manquait. Mais c'est des images qui ont été très revendiquées et qui ont été d'ailleurs jouées par Jean-Luc Mélenchon lui-même. Donc je tiens quand même à le dire. Très diffusées. Vous savez à qui vous parlez ? Vous savez qui je suis? Je représente rien pour vous, ça n'a pas de sens. Enfoncez la porte, camarades. Allez, on va voir qui va avoir le dernier mot ici. Eh, vous exagérez pas quand même. Hein. Vous restez, mais pas si vous voulez. Reculez, s'il vous plaît. C'est trop à la fin. 4 heures que ces gens-là perquisitionnent chez moi. 4 heures pour faire quoi? Quand il y a dans mon téléphone et dans mon ordinateur. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'un autre visage de Jean-Luc Mélenchon, que peut-être que les Français n'avaient pas connu, c'est le moment où effectivement les intentions de vote, notamment à l'endroit de la France insoumise, ont commencé à baisser. Est-ce qu'on n'attend pas précisément de celui qu'on a envie d'élire qu'il soit rassurant, notamment dans ces moments de tempête? Alors, je ne crois pas. Je pense que ça, c'est une thèse médiatique qui est feignante. Je ne dis pas que ça a aidé. C'est évident que c'est un problème de communication qui est objectif. Mais fondamentalement, je ne pense pas que les 6% soient liés à cela. Parce que, regardez la campagne de Manon Brie. Manon Brie a été choisie, castée, on va dire, de l'extérieur totalement, parce qu'elle présentait cette figure beaucoup plus souple, beaucoup plus compatible avec l'électorat PS, C'était etc. une erreur, pardonnez-moi, de choisir Manon Brie? Disons que
ça conduit à 6%. Alors peut-être que la France Insoumise avait l'intention de faire 6% et à ce moment-là, elle doit être contente de son choix. Mais si elle n'en avait pas l'intention, c'est d'évidence une erreur, bien sûr. Vous dites que c'était une erreur. Et c'est une erreur qui a été commise par Jean-Luc Mélenchon. Qui d'autre? La direction de la France Insoumise a choisi cette orientation-là. Elle est à 6%. Et donc, il faut aujourd'hui qu'elle se pose la question de savoir si elle revient... tout en n'étant pas en campagne présidentielle, et je ressouligne la difficulté intrinsèque à cette configuration, mais tout en l'étant pas, quand même recouvrer les attributs de cette campagne présidentielle. Voilà. Pour vous parler de caractère, la période n'est pas à l'eau tiède et au ventre mou. Que je sache, aucun personnage tiédasse n'a explosé les compteurs en termes de popularité dans ce pays. Regardez Nathalie Loiseau, pardonnez-moi. Manon Aubry, c'est tiédasse, c'est la société civile, c'est pas le militantisme, c'est pas la polémique dont on a besoin à la France Insoumise. Je ne veux pas donner l'impression de cibler la personne. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je réponds à votre entame de sujet sur la question des images sur la perquise. C'est pour ça que je dis que l'un contraire de ça, c'est aussi la tiédeur. Et la tiédeur, non plus, ne fait pas recette. Je le souligne. Et je n'accepte pas non plus qu'on cible sur Manon Aubry, parce que Manon Aubry, elle a fait exactement ce qu'on lui a demandé de faire. Et ce serait très injuste de la rendre personnellement responsable d'avoir été un bon score et d'avoir fait Mélenchon. Oui, la France Insoumise. Moi, je ne sais pas, pardonnez-moi, ça fait 1 an et demi que je suis pas à l'intérieur du mouvement. Alors, donc je regarde comme tous les citoyens et comme une observatrice attachée à ce mouvement, parce que j'ai quand même au départ concouru à son idée et à sa fondation. Donc j'y suis très attachée. Et parce que surtout Clémentine Autain, mais de l'extérieur. Elle est tout aussi extérieure que moi, j'ai l'impression. Elle est députée. Mais oui. Non, mais en tout cas, de toute façon, c'est sain de pouvoir débattre, me semble-t-il. C'est pas une difficulté. Vous parliez d'ailleurs à l'instant de la question de des outils ou des armes qu'il fallait aujourd'hui dans notre époque de clash, où vous dites que l'eau tiède n'a pas sa place. Vous aviez d'ailleurs publié en septembre dernier un manuel de guérilla médiatique, justement, sur comment exister. Et vous avez fait le choix d'exister autrement, tout en portant un message, on l'entend bien, et notamment en ayant été cette année chroniqueuse télé, ce que vous souhaitez d'ailleurs rester, plutôt que de reprendre les armes politiques. Vous pourriez être tenté par les municipales tout de même ? Non, parce que je vois pas les choses comme ça. Moi, je vois toujours le verre à moitié vide. Donc je considère que même 19,6% qui était le score à la prérésidentielle, c'est de toute façon pas assez pour avoir une légitimité. C'est ce que vous rappelez, Charlotte, à l'instant, en vous disant que de toute façon, ça permettait pas de... Donc il me semble que l'enjeu reste de parler à ceux qui sont très très loin. Et après, j'ai fait un pari, il est bon, il est juste, c'est que devant les émissions de infotainment, il y a des gens qui sont loin de la politique. Et je le constate aussi dans la rue, quand désormais je chemine, que les gens qui viennent me parler sont pas exactement les mêmes que ceux qui me parlaient lorsque je faisais de la politique. Je peux vous opposer un argument. Non. Je suis allé regarder les 2 tours de la présidentielle, les 2 tours des législatives. 86% des Français ont voté. Ceux que vous dites éloignés, ils ne sont que 13 ou 14%. Donc non, pas les législatives. La présidentielle, pas les législatives. Tous ceux qui sont allés voter aux législatives ils s'en éloignent peut-être entre les présidentielles, mais au moment des présidentielles, ils sont là. Ce chiffre, il est fictif. Non, parce que je pourrais aussi additionner ceux qui sont allés aux européennes, enfin ainsi de suite. On ne peut pas accumuler en additionnant les scrutins. 86% ont voté au moins une fois à un des 4 tours. D'accord, mais c'est fictif. Donc ceux-là, ils ne sont pas éloignés de la politique. Non, mais je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. D'abord, la présidentielle a un pouvoir de convocation. Pardonnez-moi, mais aux législatives, on est déjà descendu massivement, parce qu'effectivement, en fait, on est dans la suite logique, c'est-à-dire qu'on va élire soit les godillots du roi, soit une opposition dont on sait qu'elle va être écrasée. Et c'est vrai que le groupe parlementaire de la France Insoumise n'a pas démérité, mais il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas les moyens de s'opposer à cette majorité qui n'a aucun rapport avec la représentativité réelle d'En Marche de la société française. Un mot avant qu'on passe au top et au flop. Je voudrais vous interroger aussi sur le statut de journaliste. D'ailleurs, il y avait cette question de votre rôle. Il y a aussi le fait que vous êtes avocate spécialisée dans les droits de la presse. Ce débat, notamment
après le mouvement des Gilets jaunes et la façon de réussir à traiter ce mouvement, à en rendre compte pour les journalistes, pour les militants, pour les Gilets jaunes eux-mêmes, à l'heure des réseaux sociaux. Il y a une interrogation aujourd'hui pour savoir qui peut se revendiquer journaliste ou non, et notamment autour de deux figures, Gaspard Glanz et Taha Bouafs, qui sont très présents sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous estimez que tous ceux qui aujourd'hui filment, témoignent, même s'ils sont militants également, peuvent être appelés journalistes? Je ne sais pas si Gaspard Glanz est spécialement militant, je ne sais pas si Taha Bouafs l'est encore. Il me semble que du point de vue des journalistes, vous auriez intérêt à synthétiser une formule simple. C'est que la profession, c'est sa déontologie. Et tant que vous n'aurez pas une déontologie stabilisée et appliquée réellement avec un conseil de déontologie, vous allez tourner en rond en vous disant qui est vraiment journaliste. Parce qu'à l'heure du web, à l'heure de la chaîne d'infos dans le vif, il y a des vraies problématiques objectives d'identifier la vérité. C'est pas la vérification de l'information. Alors justement, nous sommes sur une chaîne d'infos, vous prenez une spéciale. La spéciale, pendant la spéciale, mettons au hasard Gilets jaunes. Le ministre de l'Intérieur dit il y a tant de manifestants. Bon, après, donc vous avez Dominique Rizet pour ici, il va dire ah ben non, les chiffres sont sous-estimés. Ils sont pas sous-estimés, ils sont faux. Bon. Donc en fait, vous avez un problème de impossibilité matérielle dans le temps vif réel de l'immédiateté. Donc on renonce à cet objectif, on renonce à cet idéal. Non, il faut refonder un corps déontologique qui s'appliquerait à quiconque veut se targué du titre de journaliste, qu'il soit sur une chaîne d'info, qu'il soit sur Twitter, qu'il soit dans une manif avec une GoPro, où qu'il soit. Qui serait dans ce conseil de déontologie? Qui fixerait la déontologie? C'est ça la discussion intéressante. Il faudrait que chacun y concourt en disant est-ce qu'il faut les pigistes, est-ce qu'il faut les journalistes, est-ce qu'il faut la hiérarchie, les rédac-chefs, est-ce qu'il faut les actionnaires, est-ce qu'il faut les lecteurs, les auditeurs. Des gens qui ne sont pas du tout journalistes. Est-ce qu'en tout cas le public, le destinataire du droit à l'information, tout ça, il me semble que c'est ça qui stabilise. En attendant, est-ce que la question du vrai et du faux n'est pas la seule qui compte? Bien sûr que c'est important pour nous qui regardons la télé, oui, mais pardonnez-moi, c'est objectif que dans l'immédiateté, il y a une difficulté à vérifier, raison pour laquelle, par exemple sur les chaînes d'infos, plutôt que d'avoir des journalistes, vous avez des opinions, car une opinion n'est jamais ni vraie ni fausse, et donc on ne court pas le risque de mentir quand on fait que de s'opposer des